Le fracas des rames couvrait les cris des mouettes. Dans les eaux froides de la Tamise, des navires se dirigeaient vers Londres. Non pas des dizaines, non pas des centaines, mais 350 longs dragons, leurs proues sculptées pointant directement vers la ville. La fumée du goudron et des torches se répandait sur l'eau. Chaque coup de rame était une sentence, et chaque éclaboussure, un pas vers l'attaque la plus audacieuse du siècle. Comment une ville, réputée imprenable, s'est-elle retrouvée à genoux devant des hommes venus du Nord? Et pourquoi, 1000 ans plus tard, ce coup est-il encore considéré comme un symbole de la peur des Vikings? La réponse réside dans une erreur fatale des Anglo-Saxons que l'homme moderne répète aussi souvent. Fait. En l'an 1011, le jarl norvégien Thorgil, connu des chroniques sous le nom de Thorkel le Long, a mené au mur de Londres une armée composée de plus de 13 000 guerriers. Ceci fut écrit par le chroniqueur de la chronique anglo-saxonne, la principale source concernant les événements du début du XIe siècle. Les énormes navires en bois aux têtes de dragon étaient appelés dracars. Ces embarcations étaient une merveille d'ingénierie pour leur époque, légères, flexibles et pouvaient naviguer aussi bien en mer que sur les fleuves. Leur fond était presque plat. C'est précisément ce qui permettait aux Vikings de débarquer directement sur le sable, comme si la mer elle-même les poussait vers leur proie. La mer semblait s'ouvrir devant cette vague de fer. À l'aube, l'air s'imprégna de l'odeur du goudron, du sang et de la peur. Les habitants de Londres virent pour la première fois non pas seulement une flotte, mais un mur de boucliers mouvants. Le reflet du ciel dans l'eau tremblait sous des milliers de lances. La ville, qui se croyait protégée par ses murs et le fleuve, comprenait soudain, le fleuve n'était pas un obstacle, mais une voie, et l'ennemi avançait directement par là. Londres, à cette époque, n'était pas la capitale d'un empire, mais un centre commercial, entouré d'une muraille de pierre datant de l'époque romaine. Ses portes, Ludgate et Newgate, étaient considérées comme invulnérables, et le pont sur la Tamise était le principal symbole du pouvoir anglo-saxon. Mais face à des hommes habitués à vivre sur l'eau, ces murs se révélèrent n'être qu'un simple piège de pierre. Les Vikings appelaient ces sièges « strandog », des raids soudains sur les villes côtières. Ce mot signifiait littéralement « coup sur la rive ». C'est ainsi qu'agissaient non pas des armées, mais des prédateurs, rapidement, résolument, avec un calcul précis basé sur la peur. C'est ainsi que commença l'assaut qui changea à jamais l'histoire de l'Angleterre. La flamme des torches se reflétait dans les boucliers, comme si le soleil lui-même était descendu sur terre. Les gens dans les maisons entendaient les battements des tambours, tels des battements de cœur avant une exécution. Et pendant qu'ils préparaient les portes à la défense, les Vikings faisaient déjà ce que personne n'attendait. Ils commencèrent à briser le fleuve lui-même. La Tamise, la veine de Londres, sa fierté et sa protection. Son courant était considéré comme une barrière naturelle et le pont, un symbole de stabilité. Mais les Vikings voyaient l'eau autrement. Pour eux, le fleuve n'était pas un obstacle, mais un chemin. Leur idée était audacieuse, presque folle. Détruire le pont de Londres afin de laisser passer les dracars directement jusqu'au mur de la ville. Ainsi commença la préparation à l'un des sièges les plus sophistiqués du Haut Moyen-Âge. Les historiens écrivent qu'avant d'attaquer, Thorkel le Long réunit un conseil de chefs. Il savait, l'assaut de Londres n'était pas un simple raid. C'était un coup au cœur du royaume anglo-saxon. Au prestige du roi Ethelred la mal avisé. L'armée de Thorkel était composée de Norvégiens, de Danois et de mercenaires de Scandinavie, d'hommes aguerris pour qui la mer était une demeure, et la mort, juste une autre transition. Ces combattants utilisaient un système d'organisation particulier appelé l'Ide, une alliance militaire fondée sur un serment de fidélité au jarl. Chaque participant du Lid devait fournir un navire, des hommes et des armes, et en échange recevait une part du butin. Ce n'était pas une armée au sens habituel, mais une fraternité de loups, où l'honneur et l'or étaient les poids équilibrés du destin. Thorkel comprenait. Un assaut direct des murs de Londres, c'était de la folie. C'est pourquoi il choisit une stratégie digne de marin.
Les Vikings attachèrent de grosses cordes à leurs dracars, les fixant au pieu du pont de Londres, et commencèrent à ramer en arrière, à contre-courant. L'eau bouillonnait, les navires craquaient, mais la pression des nombreuses rames augmentait à chaque minute. Les piliers de pierre tremblaient, comme sous la poussée d'une bête vivante. Quand le pont s'effondra enfin, les cris des défenseurs se confondirent avec le rugissement de l'eau et le craquement du bois. La chronique anglo-saxonne décrit ce moment en peu de mots, mais les archéologues confirment. Les couches inférieures du pont furent effectivement endommagées et partiellement détruites précisément à cette époque. Pour les habitants de la ville, ce fut le signe de la fin. Leur fierté s'effondra avec le pont. Les Vikings n'attaquèrent pas immédiatement. Ils savaient que la peur est plus forte que l'épée. Pendant plusieurs jours, ils campèrent sur les deux rives. Les tambours résonnaient, les cors sonnaient, et tout Londres vivait dans l'attente d'un coup inévitable. Les gens disaient que la nuit, des lumières éclataient au-dessus du fleuve, des flèches enflammées, volant en arc, comme des météores. Pendant ce temps, les guerriers de Thorkel préparaient de nouvelles armes, non pas des épées, mais des vérins du Moyen-Âge, des béliers en bois, assemblés à partir des morceaux du pont détruit. Ils les appelaient « brigna briotre », ce qui signifie « brise-armure ». C'étaient de longues poutres, avec lesquelles ils frappaient les portes, s'abritant des flèches derrière leurs boucliers. Pour chaque bélier, il fallait au moins 20 hommes, et chacun d'eux savait, le premier coup déciderait du sort de la ville. Des journaux des chroniqueurs, il est connu que la défense de Londres était menée non seulement par des soldats, mais aussi par de simples artisans. Ils faisaient fondre le goudron dans des chaudrons, préparaient des pierres à lancer, renforçaient les murs. Londres à ce moment n'était pas simplement une ville, elle était devenue un symbole de résistance. Et pourtant, les gens comprenaient, l'ennemi aux portes n'était pas fortuit, il n'était pas venu pour le butin, il était venu pour le pouvoir. À l'aube, alors que le brouillard planait sur le fleuve, les Vikings se mirent de nouveau en mouvement. Drakkar après drakkar glissait sur l'eau, tels des flèches noires. Les sons des cors déchiraient le brouillard et la ville s'éveilla dans un cri. Thorkel, debout à la proue de son navire, leva son épée et la flotte s'anima comme une seule immense créature. Cette scène deviendra plus tard une légende. C'est alors, selon certains chercheurs, que naquit la chanson « London Bridge is Falling Down », non pas une comptine enfantine, mais l'écho d'une catastrophe réelle, ayant survécu à ses héros pendant des siècles. Mais pour l'instant, la chanson n'était pas encore née. Pour l'instant, Londres brûlait. Et pour l'instant, le fleuve, qui était récemment une voie de vie, se transformait en fleuve de mort. Les guerriers, ayant traversé des tempêtes glaciales et des batailles maritimes, virent pour la première fois les murs de pierre trembler devant eux. Et derrière ce tremblement, non pas la peur, mais le début d'une nouvelle ère. Lorsque la mer cessa d'être une frontière entre les mondes et devint une arme entre les mains de ceux qui savaient la maîtriser. Dans l'instant suivant, le pire allait commencer, non pas un combat, mais un affrontement de volonté, un affrontement entre un peuple croyant au destin et un peuple croyant à l'ordre. Et cet affrontement déciderait qui posséderait l'Angleterre dans les années à venir. Le ciel se couvrit d'une fumée grise, comme si la nature elle-même s'était détournée de la ville. Le bruit de l'eau fut remplacé par le rugissement des cors, c'était le signal. 350 Drakkars avancèrent, tels des monstres vivants aux yeux de dragons ardents. Sur leurs proues brillaient des têtes de bêtes sculptées dans le bois, symbole de fureur et de chance. À partir de ce moment, Londres cessa d'être une simple ville. Elle devint une arène où il était décidé à qui appartenait l'Angleterre. Fait. Après la destruction du pont, les Vikings purent s'approcher au plus près des murs. Selon les chroniques, la défense était dirigée par le roi Ethelred lui-même, et avec lui, le Jarl Ulf, d'origine danoise mais loyal aux anglo-saxons. Leurs troupes comptaient environ 4000 hommes, 3 fois moins que les forces de Thorkel. En raison des rues étroites et de la densité des constructions, la ville ne pouvait être défendue comme un tout unique. C'est pourquoi les anglo-saxons utilisèrent le bourg, un système de fortification créé autour des portes et des tours clés. Le mot burg signifiait section fortifiée, en substance, le prototype d'un poste de contrôle moderne. Mais contre les Vikings, ce système était impuissant. Ils agissaient rapidement, changeant la direction de l'attaque toutes les quelques heures. D'abord, l'assaut frappa le mur nord.
Les guerriers serraient d'énormes boucliers, formant un mur de boucliers, l'une des techniques de combat les plus célèbres de Scandinavie. C'était une forteresse mobile, bouclier contre bouclier, pied contre pied, les lances saillant entre les planches, comme les dents d'une bête. Les gens derrière ce mur ne voyaient pas l'ennemi, ils entendaient seulement le bruit des flèches sur le bois, l'odeur du sang et du goudron brûlant. Quand les portes tombèrent, les Vikings firent irruption dans la ville. Ils n'avançaient pas en désordre. Au contraire, ils se déplaçaient selon un itinéraire clairement défini. Thorkel divisa les guerriers en 3 groupes. Les uns attaquaient, les autres mettaient le feu, les troisièmes bloquaient les sorties afin que personne ne puisse s'échapper. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une anatomie de la destruction, perfectionnée au fil des années de raids. L'un des chroniqueurs écrivit que l'eau de la Tamise devint rouge et la fumée s'élevait en colonne tel un étendard au-dessus de la défaite. Les archéologues confirment, des traces d'un puissant incendie de cette période ont été trouvées dans les couches de l'ancien Londres. Des traces de suie, de cendres et de plomb fondu, descendus des murs des tours. Tout cela prouve, la bataille n'était pas un mythe, mais une catastrophe réelle. Les Vikings utilisaient des armes conçues pour l'effroi, des lances à crochets pour arracher les boucliers des mains, des haches à long manche capables de percer un casque. L'un de ces instruments s'appelait le brownjack, une lourde hache à 2 mains de la hauteur d'un homme. Un coup de brownjack pouvait fendre un guerrier en 2, et les récits de témoins oculaires transmettaient l'horreur avec laquelle les anglo-saxons regardaient ces énormes lames. La panique commença parmi les défenseurs. Les bâtiments en feu s'effondraient, les rues se transformant en un labyrinthe de fumée. Les défenseurs reculaient vers la cathédrale Saint-Paul, l'un des rares bâtiments en pierre. Là se rassemblèrent femmes, vieillards, enfants. Les cris se mêlaient au chant des prières, mais même les murs du temple ne pouvaient abriter de la réalité. L'ennemi était partout. Quand Thorkel entra dans la ville, il ne donna pas l'ordre d'un anéantissement total. Cela semble étrange, mais c'est précisément ici que sa tactique différait des raids barbares habituels. Il n'était pas venu pour détruire, mais pour soumettre. Ces hommes plantaient leurs étendards sur les tours, collectaient le tribut, établissaient le contrôle. Les Vikings agissaient comme des occupants, et non comme des maraudeurs. Certains historiens estiment que Thorkel n'était pas simplement un guerrier, mais un homme politique. Il comprenait que le pouvoir sur Londres ouvrait la voie au trône de toute l'Angleterre. C'est pourquoi il offrit à la ville un choix, soit la destruction, soit le Danegeld, une rançon en argent, payée pour la paix. Ce mot signifiait « l'argent des Danois », et il allait devenir le cauchemar de tous les rois anglais du siècle suivant. Lorsque les premiers coffres d'argent furent portés sur la rive, les guerriers se turent. Le silence sur la ville était plus effrayant que n'importe quel cri. Il ne signifiait qu'une chose, Londres était tombée. Non pas au combat, non pas dans la gloire, mais sous le poids de l'or et du feu. Mais cette paix s'avéra une illusion. Car avec l'argent, le grain d'une nouvelle guerre entra dans la ville. Une guerre non pas pour les murs, mais pour les âmes. Une guerre qui allait diviser l'Angleterre de l'intérieur. Et son premier coup résonnera très bientôt. Les cendres de Londres n'avaient pas encore refroidi quand un nouveau jeu commença sur les rives de la Tamise. Le jeu du pouvoir. Thorkel le Long ne se pressait pas de partir. Il fit de la ville son quartier général et de ses habitants une source de richesse. Mais surtout, il fit ce qu'aucun chef scandinave n'avait fait avant lui. Il conclut un accord avec le roi d'Angleterre lui-même. Ethelred le malavisé, épuisé par les guerres et les trahisons, accepta de payer le Danegeld, une somme colossale de 48 000 livres d'argent. C'était plus que le revenu annuel de tout le royaume. Fait, les chroniqueurs notent que le paiement fut ordonné de collecter auprès de tous les hommes libres. Même les prêtres et les monastères payaient leur part. Cette taxe devint un symbole de l'humiliation de l'Angleterre. Les contemporains écrivaient « L'argent coulait dans la mer comme une rivière, et avec lui, notre honneur ». Thorkel installa son campement sur la rive sud de la Tamise, où Southwark allait plus tard émerger. C'est là que les archéologues ont effectivement trouvé des vestiges de campements scandinaves, des foyers, des pointes de flèches et des fragments de fibules norvégiennes. Tout cela confirme que les Vikings s'y étaient établis pour longtemps. Ils ne se contentaient pas de piller, ils construisaient. À l'intérieur de leur camp régnait un ordre de fer,
Chaque guerrier avait sa place, les armes étaient vérifiées quotidiennement et les dracars étaient réparés comme des êtres vivants. L'élément principal de la vie viking s'appelait le langfer, une maison de guerre en miniature où l'on gardait les trophées et priait avant une expédition. Ces maisons sentaient le goudron, le poisson séché et le fer. Un viking qui n'était pas prêt au combat à tout moment était considéré comme mort avant même le début de la bataille. Pendant ce temps, Londres, dévastée mais non brisée, commençait à revivre. Des marchands réapparurent dans les rues, des forgerons forgeaient des épées, et dans les tavernes, des rumeurs chuchotaient. Thorkel ne serait pas seulement un chef militaire, mais un homme destiné à renverser le roi. Cette peur grandit jusqu'à se transformer en prophétie, et bientôt, elle commença à se réaliser. Au printemps de l'an 1012, une nouvelle flotte approcha des côtes de l'Angleterre, cette fois danoise. Elle était commandée par le jeune mais ambitieux prince Knut, fils du roi Sven à la barbe fourchue. Il arriva pour affirmer l'autorité de son lignage sur tout le pays. Quand Knut rencontra Thorkel, le monde retint son souffle. Deux géants du Nord, deux épées dans les mêmes eaux. Beaucoup s'attendaient à une guerre entre eux, mais au lieu de cela, l'incroyable se produisit. Ils s'unirent. Les historiens appellent cette alliance le tournant de la domination scandinave. Thorkel reconnut Knut comme son suzerain, et ce dernier lui laissa le commandement de l'armée. Ainsi, de simple brigand, Thorkel devint le dirigeant de facto de Londres au nom du nouveau roi danois. Ethelred tenta de rassembler une armée, mais la peur des Vikings était plus forte. Les gens ne voyaient pas en eux de simples ennemis, ils y voyaient le destin. Les chroniques décrivent comment des villages entiers se rendirent sans combattre, apportant du pain et de la bière à la rencontre des guerriers de Knut. « Mieux vaut le Dangeld que la mort », écrivait-on alors. Mais parmi les anglo-saxons, il y avait aussi ceux qui décidèrent de ne pas plier. L'un d'eux, le jarl Edmond Côte-de-Fer, fils d'Ethelred. Il rassembla un détachement des restes des garnisons et se dirigea vers Londres. Edmond était plus jeune, plus rapide, plus résolu que son père. On l'appelait l'épée vivante de l'Angleterre. Quand il arriva au mur de la ville, les Vikings s'étaient déjà fortifiés à l'intérieur. Un siège inversé commença. Maintenant, les Anglais encerclaient leurs anciens maîtres. Londres redevint une arène. Mais maintenant, tout était différent. Non pas la fumée au-dessus de la ville, mais des étendards au-dessus des tours. Thorkel, guerrier expérimenté, n'attendit pas l'assaut. Il envoya des parlementaires à Edmond, proposant des négociations. Les chroniques affirment qu'il comprenait déjà. Le temps des pillards s'en allait, et l'ère des dirigeants commençait. Thorkel proposa un accord. Londres resterait sous la domination de Knut, mais en échange de la paix et de la protection contre d'autres raids. Cette étape changea tout. L'Angleterre, pour la première fois depuis des siècles, devint une arène de diplomatie entre Vikings et Anglo-Saxons. Et bien que les épées n'aient pas encore été rangées, pour la première fois apparut un mot, inconnu auparavant ni au nord ni sur l'île, la loyauté. Il résonna doucement, mais son écho allait déterminer le destin de tout le pays. Pendant ce temps, Thorkel lui-même, debout sur le mur de Londres et regardant la Tamise, dit à ses proches « Le fleuve qui nous a amenés nous séparera maintenant. » Il savait que devant lui, non pas simplement la paix, mais une épreuve qui déciderait qui resterait dans l'histoire et qui se dissoudrait dans l'eau comme la trace d'un drakkar. Le vent de la Tamise apporta de nouveau l'odeur de la fumée, mais cette fois c'était la fumée des forges et non des incendies. Londres, sous le règne de Knut et de Thorkel, se transformait d'un champ de ruines en la capitale d'une nouvelle ère. Les Vikings ne ressemblaient plus à des conquérants, ils étaient devenus une partie de la ville. Leurs navires étaient amarrés au quai, transformés en entrepôts. Leurs guerriers vendaient des fourrures et de l'ambre dans les mêmes rues où le sang avait coulé peu de temps auparavant. Mais derrière cette harmonie apparente, une tension montait. Une tension entre ceux qui étaient venus et ceux qui étaient restés. Fait, après la conquête de Londres, Knut le Grand entreprit une réorganisation à grande échelle de l'Angleterre. Il divisa le pays en 4 grandes régions, les Earldoms, y nommant des jarls scandinaves. Thorkel reçut l'Est-Anglie et le contrôle de la flotte. Les chroniques notent que pour la première fois depuis l'époque romaine, les anglo-saxons virent une administration centralisée et une armée régulière, basée sur la puissance maritime. Ce système s'appelait le Leidang, une obligation maritime selon laquelle chaque homme libre était tenu de construire ou d'équiper un navire.
Les Vikings en firent un instrument de pouvoir. Désormais, la mer n'était plus une voie de pillage, mais une voie de loi. Cependant, Thorkel lui-même se retirait progressivement des affaires. Il était d'une génération entière plus âgé que Knut. Il avait vu trop de batailles. Selon diverses sources, on le remarquait de plus en plus souvent dans les monastères, où il parlait avec les prêtres du péché et du pardon. Pour un homme qui avait vécu sa vie au milieu des tempêtes et de l'acier, cela semblait étrange. Mais, peut-être, fut-il le premier à comprendre qu'une épée peut conquérir la terre, mais pas les âmes. Pendant ce temps, Edmond Côte de Fer ne se rendait pas. Après la mort d'Ethelred, il devint roi et rassembla ses forces pour une dernière bataille. Son armée affronta celle de Knut à Assendoun. Selon les chroniques, la bataille dura toute une journée. La terre tremblait sous les coups de lance, l'air était épais de poussière et de sang. Edmund combattait en première ligne, dans sa cape rouge, son épée résonnant comme une cloche. Mais le soir, au coucher du soleil, les Anglo-Saxons commencèrent à reculer. La victoire revint à Knut. Les historiens divergent quant à la participation de Thorkel à cette bataille. Certains écrivent qu'il observait de loin, comme un vieux marin regardant une tempête où il n'avait plus sa place. C'est peut-être alors qu'il comprit que l'ère de sa génération était terminée. Après la défaite, Edmond et Knut conclurent la paix. Londres resta à Knut et les terres de l'Ouest à Edmond. Mais peu après, Edmond mourut dans des circonstances mystérieuses. Ainsi, toute l'Angleterre se retrouva sous la domination du roi danois. Les découvertes archéologiques confirment qu'au cours de ces années, Londres connut un essor inhabituel. Dans les couches du XIe siècle, une énorme quantité d'artefacts scandinaves a été trouvée. Des amulettes en forme de marteau de Thor, des fragments d'épée, des bijoux runiques, mais à côté d'eux, des croix, des inscriptions latines, des images de saints. Ces objets gisent dans les mêmes couches, comme un symbole de la façon dont deux cultures se sont entrelacées. Les historiens modernes appellent cela le synthèse scandinave, un moment où la fureur nordique et la persévérance chrétienne ont créé un nouveau type de société. De ce mélange est née l'Angleterre, capable de résister aux siècles futurs. Pour les gens ordinaires, la vie continuait. Les pêcheurs partaient en mer, les marchands vendaient du pain et de la bière, les enfants jouaient sur les ruines des vieilles tours, ignorant que sous leurs pieds, le sang de 3 générations. Mais le temps des Vikings s'en allait. Ils n'étaient plus des étrangers. Leurs enfants parlaient anglais, étaient baptisés et servaient dans la garde royale. Thorkel le Long mourut, dit-on, dans le silence d'une cellule monacale. Non pas sur le champ de bataille, non pas sous les cris des ennemis, mais sous le son de la cloche qu'il avait lui-même ordonné de suspendre à la tour, érigée à l'emplacement du pont détruit. Les historiens ne savent pas exactement où il est enterré, mais les légendes disent que sous sa tombe repose un casque de fer, dans lequel se reflète la lumière de l'eau, la lumière de la Tamise, sa dernière route. La mort de Thorkel devint un symbole de la fin d'une époque. Le monde, né dans le feu et le sang, reposait désormais sur les lois et la foi. Et pourtant, le souvenir ne disparut pas. Il vivait dans les chansons, dans les vieilles inscriptions, dans le rythme des rames que les marins entendaient en remontant le fleuve. C'est ce rythme qui, un jour, réveillerait de nouveau l'ancien appel. L'appel qu'il y a jamais l'homme à la mer. Et l'épée à l'honneur. Le bruit de la Tamise s'adoucit, mais le souvenir des Drakkar ne se dissipa pas dans l'eau. Quelques décennies passèrent, et déjà une nouvelle génération d'Anglais racontait à ses enfants des histoires sur ceux qui étaient venus du Nord. Ils ne les appelaient plus des barbares. Le mot « viking » en vint progressivement à désigner non pas un pillard, mais un marin, un pionnier, un homme capable de défier le destin lui-même. Et pourtant, chaque fois que le brouillard montait sur le fleuve, il semblait qu'un nez de dragon sculpté allait en émerger. Fait, c'est précisément après la conquête de Londres et l'arrivée de Knut le Grand que commença la fusion des mondes scandinaves et anglo-saxons. Dans les documents administratifs de ces années apparaissent des noms doubles, Godwin Ulf, Edric Knut, ce qui reflétait non seulement un mélange de cultures, mais la naissance d'une nouvelle élite. L'Angleterre devint pour la première fois un royaume ouvert à la mer et non fermé derrière des murs. Cela devint le fondement de sa future puissance maritime. Le mot devenu le symbole de cette époque était « flotte ».
non pas simplement un ensemble de navires, mais un organisme vivant, où chaque guerrier faisait partie d'une force commune. Ce concept passera plus tard à l'anglais fleet, et l'écho de l'ordre viking résonnera dans chaque règlement naval pendant les 1000 années suivantes. Les découvertes archéologiques confirment, l'influence nordique devint une partie intégrante de la vie quotidienne. Dans les couches du XIe siècle à Londres, on a trouvé des ornements avec des motifs typiques de la Scandinavie, mais avec des images de symboles chrétiens. Sur l'une des amulettes est représentée une croix, enlacée par un dragon, la fusion de deux fois, de deux mondes, de deux codes. Les historiens modernes écrivent que Londres est devenu le creuset de l'Europe, bien avant que cette expression n'apparaisse. Ici se sont mêlés le sang des guerriers, la langue des marchands, la foi des moines et les ambitions des dirigeants. Sur cet alliage, trempé par le feu de la guerre, s'est développé un pays qui, plus tard, conquérera les mers et créera un empire. Mais à ses origines ne se trouvaient pas des rois, mais ces mêmes loups de mer qui, un jour, ramaient à contre-courant de la Tamise. Cependant, la fin de cette histoire ne fut pas un triomphe, mais une tranquille révélation. Les chansons sur la destruction du pont ont traversé les siècles, devenant la comptine pour enfants « London Bridge is falling down ». Les gens la chantaient, ignorant que derrière ces mots simples, le souvenir de cette nuit où le fleuve engloutit le pont et avec lui l'ancien ordre. Dans cet étrange entrelacement d'horreur et de jeu se cache le principal paradoxe de l'histoire. L'humanité se souvient de ses peurs, même lorsqu'elle cesse d'en comprendre le sens. Lorsque les archéologues ont extrait du limon de la Tamise les fragments d'anciens pieux, ils ont découvert des traces de bois carbonisé et des restes d'anneaux métalliques, peut-être ceux-là même auxquels les Vikings avaient attaché les cordes qui détruisirent le pont. Ces découvertes sont devenus les témoins muets de cette force qui changea le cours de l'histoire européenne sans un seul mot, seulement par le son de la rame. Mais le souvenir de Thorkel et de sa flotte, ce n'est pas seulement une chronique de destruction, c'est un rappel du prix que paye chaque peuple pour la peur et pour l'espoir. Quand Ethelred choisit l'argent au lieu de la résistance, il sauva des vies mais perdit la foi. Quand Thorkel choisit la paix au lieu de la gloire, il trouva le repos mais disparut des légendes. L'histoire épargne rarement ceux qui font des choix, mais c'est précisément de ces choix qu'elle est faite. Aujourd'hui, en regardant les eaux grises de la Tamise, on peut imaginer comment la vie y bouillonnait autrefois. Les coups de rame, le crépitement des torches, le cliquetis des épées. Mais si l'on écoute attentivement, on entend un autre son, la respiration régulière de la ville, qui a hérité de la force de ceux qui savaient attendre, temporiser et agir au bon moment. Londres n'est pas tombée pour toujours, elle a ressuscité, comme le font les grandes villes. Mais la cicatrice laissée par les Vikings est restée dans sa mémoire. Dans chaque vieille rue menant au fleuve, on ressent un lien invisible avec ceux qui sont venus du brouillard. Et quiconque traverse le pont aujourd'hui marche sur le lieu où jadis se décidait le destin de l'Europe. Et peut-être la question principale qu'il convient de se poser, non pas à propos de Thorkel ni de Knut, mais à notre sujet. Si vous vous trouviez à sa place, à la barre d'un drakkar, dans l'eau glacée, devant les murs d'une ville imprenable, rameriez-vous à contre-courant? Ou laisseriez-vous le fleuve vous emporter en aval vers la quiétude, vers l'oubli? L'histoire de Londres et des 350 drakkars, ce n'est pas seulement un récit de guerre. C'est un miroir dans lequel chacun peut voir son reflet. Car à chaque époque, en chaque homme, vit son propre viking, celui qui choisit de suivre le courant ou de le combattre.